Sepp Blatter est un génie diabolique. Blatter, il était vraiment un successeur de Machiavelli. Pourquoi tu fais tout ça? Et il m'a toujours dit, c'est pour le pouvoir. C'est le pouvoir. Ce n'est que le début de notre enquête, et pas la fin. Warner a volé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. La définition de corruption peut être remplacée par le logo de la FIFA. Je reviendrai. Trinidad et Tobago, l'une des perles des Caraïbes, posée au large du Venezuela. Nous sommes à près de 8000 km de Zurich, le siège de la FIFA. Pourtant, le sort de la fédération internationale se joue ici. À cause de cet homme, Jack Warner, accusé d'être le personnage le plus corrompu du football mondial. En tout cas, certainement, l'un des plus cyniques. Bonjour, monsieur Warner. Juste un mot pour la télévision française. Est-ce que c'est vrai que vous avez volé des millions et des millions de dollars, monsieur Warner? Laissez-moi passer. Est-ce que vous avez peur d'aller en prison? Monsieur Warner, est-ce que vous allez dire la vérité? Ce matin-là, le tribunal de Lille statue sur son extradition vers les États-Unis. Et l'argent que l'Afrique du Sud vous aurait donné? Demande à ta mère. La décision a été reportée au 19 février prochain. Si Jack Warner est extradé, c'est tout l'édifice de la FIFA qui pourrait s'écrouler définitivement. Il est le point de départ de notre enquête, soupçonné d'être au cœur d'un système de corruption tentaculaire, global, à l'échelle planétaire. Jack Warner, son nom revient dans chaque dossier. Pendant 21 ans, Jack Warner est président de la CONCACAF, la Confédération nord-américaine d'Amérique centrale et des Caraïbes. Il est aussi vice-président de la FIFA. À ce titre, il côtoie les plus grands de ce monde jusqu'à Barack Obama. Soupçons de trafic d'influence, conflit d'intérêts, commission sur les droits de télévision. Selon la justice américaine, Jack Warner aurait détourné plusieurs dizaines de millions d'euros. En tant que membre d'une ONG qui lutte contre la corruption dans l'île, Kirk Waif est l'un de ses plus farouches opposants. Dans la vie, il dirige aussi une entreprise de location de voitures. Jack Warner, pour lui, c'est une vieille connaissance. Jack Warner était mon professeur à l'école. Il m'a enseigné l'histoire. Il était le prof de ma femme aussi. Jack Warner est l'homme le plus charismatique que j'ai jamais rencontré. Jack Warner pourrait charmer un serpent. C'est un homme envoûtant. Il aurait pu faire tant de bonnes choses pour le monde et bien sûr pour Trinidad et Tobago. À un moment, il était l'homme le plus puissant des Caraïbes parce qu'il n'avait qu'à décrocher le téléphone. Chaque chef d'État avait un intérêt à parler avec lui à cause de son influence à la FIFA. 250 000 morts, 1 million de sans-abri. Le tremblement de terre d'Haïti en janvier 2010 détruit une grande partie de l'île. En tant que responsable du football dans les Caraïbes, Jack Warner reçoit 670 000 euros de la part de la FIFA pour venir en aide aux victimes. Il aurait empoché 615 000 euros. Haïti n'en aurait reçu que 55 000, comme le FBI le confirme. Certains des accusés et leurs complices comme Jack Warner ont tiré avantage de programmes d'aide pour détourner des fonds alloués par la FIFA, et même des sommes qui étaient destinées aux victimes de catastrophes naturelles. Lassana Ali Bird suit Warner depuis 20 ans. Il est LE journaliste qui le connaît le mieux. Direction le centre d'excellence Avalanche, un complexe d'entraînement multisport au nord-ouest de l'île. La FIFA débourse près de 24 millions d'euros pour le construire. Mais elle ne sait pas que le terrain appartient à Warner et qu'elle verse l'argent sur l'un de ses comptes personnels.
Dans les actes de propriété, il est écrit que le centre appartient à Renro Investment, comprenait Warner à l'envers, et à la CCAM, 2 entreprises détenues par Warner lui-même et sa femme. Pourquoi la FIFA n'a pas essayé de récupérer ce centre? Selon un porte-parole, elle attendrait la fin des enquêtes sur Warner. Je les suspecte d'avoir voulu acheter le silence de Warner. Il a menacé de faire des révélations fracassantes contre Blatter et la FIFA. Il ne l'a jamais fait. Je pense que c'est parce qu'il y a un accord entre eux, parce que ce centre est très profitable à Warner. Jack Warner finit par tomber en mai 2011. À l'époque, Mohamed bin Hammam, le président de la Confédération asiatique, veut prendre la place de Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Selon la justice américaine, le Qatari aurait demandé à son ami Warner de convoquer les membres de la Confédération caribéenne dans ce grand hôtel de Trinidad pour acheter leur vote. Chacun d'eux aurait retrouvé 40 000 $ sur son lit. Mais cet homme va les dénoncer. Il s'appelle Chuck Blazer. C'est la fin de la carrière de Warner et de bin Hammam dans le football. Il est la taupe. L'homme par qui le scandale est arrivé. Chuck Blazer, dit le Père Noël ou le ventre. Il a fait tomber Warner. Il va faire exploser la FIFA. L'enquête de la justice américaine commence ici, au 26 Federal Plaza à Manhattan, au siège du FBI. Blazer est encore numéro 2 de la Confédération nord-américaine, la CONCACAF, sous les ordres d'un certain Jack Warner. Comme lui, il est membre du comité exécutif, le gouvernement de la FIFA. Blazer a un train de vie fastueux. Il vit au 49e étage de la Trump Tower sur la 5e avenue, l'avenue la plus chère du monde. 16 000 € par mois, payés par la CONCACAF. Sur son blog, au titre évocateur, Voyage avec Chuck, il exhibe sa vie de rêve au bras de Miss Univers, des Clinton, de Nelson Mandela ou encore de Michel Platini. On le surnomme Monsieur 10%, le montant de la commission qu'il aurait perçu à chaque rentrée d'argent de la Confédération. Au total, près de 20 millions d'euros. Il faut dire qu'en plus d'être secrétaire général, il est aussi trésorier. Le comble dans tout ça, c'est que Chuck oublie de payer ses impôts. Rattrapé par le fisc, il est arrêté par le FBI. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Coupable. Nate Vinton est journaliste au New York Daily News. Il est le premier à révéler comment Blazer est passé à table, dès 2011. Il a tout de suite dit « Ok, je vais aider le FBI et le fisc à mener leur enquête sur la FIFA ». Il leur a donné beaucoup d'informations. Il a aussi enregistré secrètement ses collègues de la FIFA. Il a coopéré avec eux de 2011 jusqu'à novembre 2014, lorsque nous avons révélé cette information. Zurich, 27 mai 2015, 6 h du matin. À la demande de la justice américaine, la police suisse interpelle 7 membres de la FIFA. Ils séjournaient dans ce palace à la veille de l'élection du président de la Fédération internationale. New York, quelques heures plus tard, la secrétaire d'État à la justice annonce la mise en examen de 14 représentants de la FIFA, dont Jack Warner. Ils étaient supposés faire appliquer les règles qui régissent le football et défendre l'intégrité de ce jeu. Au lieu de ça, ils ont corrompu le business du football mondial pour servir leurs intérêts personnels et s'enrichir. Le ministère de la Justice est déterminé à mettre fin à ces pratiques, à faire cesser la corruption et traduire les coupables devant la justice. La Cour fédérale dévoile un rapport accablant. 162 pages, 47 chefs d'inculpation. Corruption, détournement de fonds, fraude. Des pratiques expliquées en détail et des sommes qui donnent le vertige. Au total, 200 millions de $ auraient été détournés. La justice américaine utilise la loi créée pour lutter contre la mafia dans les années 70
pour mettre à jour, selon elle, un système de corruption généralisé. Blaser a permis au procureur d'ouvrir une fenêtre sur les secrets de la FIFA. Et ça leur a permis d'étendre leur enquête aux affaires de la FIFA, de la Confédération d'Amérique du Nord, de celle d'Amérique du Sud et même de l'UEFA. La suite de notre enquête nous amène à Zurich, la capitale financière de la Suisse. Ici, la FIFA a sa propre rue. Son siège est au numéro 20. Oui, bonjour, on est une équipe de France Télévisions. Ok, je vous ouvre. La FIFA, 209 pays membres, plus que l'ONU. Elle s'organise en 6 confédérations indépendantes, toutes regroupées dans le comité exécutif, sorte de gouvernement de la FIFA. 2 confédérations américaines, une européenne, une africaine, une asiatique et une pour l'Océanie. La FIFA, c'est 5 milliards d'euros de budget, 1,3 milliard de revenus annuels, dont la majeure partie provient des droits de télévision. C'est donc dans cette salle que se réunit le comité exécutif de la FIFA. Les dernières Coupes du Monde ont été attribuées ici. Sur ces sièges se sont succédés Jack Warner, Chuck Blaser, Mohamed Bin Haman, Michel Platini ou encore Sepp Blatter. Aujourd'hui, ils sont tous suspendus. Attribuer la Coupe du Monde à un pays. Ce pouvoir détenu par les 24 membres du comité exécutif font d'eux des personnes à choyer, à convaincre, à séduire. Mais entre le lobbying, les petites attentions et la corruption, la frontière est parfois mince. L'attribution de la Coupe du Monde 2022 en est la parfaite illustration. 5 pays sur la ligne de départ, le Japon, la Corée, les États-Unis, l'Australie et le Qatar. Bonita Merciades était responsable de la communication de la candidature australienne pour ce mondial 2022. Son pays découvre alors le lobbying nécessaire sous forme d'aide au développement. On a donné 4 millions de dollars australiens à l'Océanie. On a passé un accord avec la Confédération asiatique pour leur donner 5 millions de dollars et entre 4 et 8 millions de dollars pour l'Afrique. On conseille aux Australiens d'aider une autre fédération, celle de Jack Warner. Il vote au comité exécutif et a une certaine influence sur les autres membres, dont son ami Chuck Blaser. L'Australie, qui est vraiment très loin de Trinidad et Tobago, a donné 640 000 dollars australiens pour rénover un stade sur cette île. On a appris plus tard que ce stade appartenait à la famille de Jack Warner et que l'argent a terminé sur l'un de ses comptes personnels. Et encore plus étrange, le chèque est allé de Sydney à Londres, en passant par New York et a fini à Trinidad. Il n'y a aucune raison logique à cela. Peter Arguitey est un homme de l'ombre. Ami personnel de Sepp Blatter, personnage controversé dans le monde du football où il a pourtant toutes ses entrées, c'est lui qui a conseillé les Australiens. Il prétend que les dons faisaient partie du jeu. C'était plus que le jeu. C'était requis par FIFA de donner un support actif pour le développement du foot dans les régions du monde qui en avaient besoin. Ah, tu ouvres toutes les portes pour des problèmes, n'est-ce pas? Dans celle de la corruption. Ça peut être. Ça peut être. Pas nécessairement, mais si l'intention est de corrompre quelqu'un, on peut le faire sur le contexte de « Ah non, moi je fais de développement ». C'est là le problème que la FIFA aurait dû contrôler beaucoup plus fort. The winner
to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. À la surprise générale, la FIFA attribue au Qatar la Coupe du Monde 2022. Le pays du Golfe s'impose au deuxième tour de vote avec 14 voix contre 8 aux États-Unis. Comment un pays de la superficie de l'Île-de-France a-t-il obtenu la plus grande compétition sportive de la planète? Pour essayer de le comprendre, direction Washington. Nous y retrouvons Faedra Al-Majid. Cette Américaine, originaire du Moyen-Orient, était en charge des relations avec les médias pour la candidature Qatar 2022. Elle affirme qu'en 2010, lors d'un congrès de la Confédération africaine à Luanda, en Angola, le président du comité qatari l'aurait appelé dans sa suite. J'ai été appelée pour aller dans la suite d'Hassan Al-Tawadi. J'y suis allée. On m'a dit que j'allais traduire du français à l'anglais. C'était très calme. Et à ce moment-là, 1,5 million, non, d'abord 1 million, puis 1,5 million ont été proposés aux membres du comité exécutif de la FIFA en échange de leur vote. Ils ont été 3 à se succéder. Et ça s'est fait très naturellement. C'était vraiment un moment très naturel. Voilà, 1,5 million, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous votez pour nous. Et ils ont accepté. Pour qui étaient ces 1,5 million de dollars? Pour eux personnellement ou pour leur fédération? C'est ce qui était très intéressant. Cela n'a pas été précisé. Ils leur ont dit, c'est pour vous, c'est pour votre fédération, vous en faites ce que vous voulez. On leur a dit que ça pouvait être pour leur fédération, mais c'est resté assez vague. En échange de leur voix pour la Coupe du Monde 2022? Oui. Pour voter pour le Qatar? Oui. Faedra Al-Majid accuse 3 présidents de fédérations africaines d'avoir touché de l'argent ce soir-là. Parmi eux, il y aurait selon elle Issa Hayatou, l'actuel président par intérim de la FIFA. J'ai une question pour M. Hayatou. Vous avez été accusé par le Parlement britannique d'avoir reçu un pot de vin d'1,5 million de dollars pour voter pour la candidature du Qatar. Donc, ma question est la suivante. Êtes-vous corrompu, M. Hayatou? La FIFA est-elle corrompue? Je n'aurais pas été ici si j'étais corrompu, mon cher ami. Que ce Parlement-là prouve que j'ai eu 1,5 million. Je n'ai jamais reçu 1 franc, 1 dollar, 1 euro de qui que ce soit pour pouvoir voter un pays pour l'organisation de la Coupe du Monde. Nous avons sollicité une interview du président de la candidature qatari, mise en cause. Interview refusée, avec en guise de réponse un mail et en pièce jointe un communiqué d'Hassan Al-Tawadi, le président du comité d'organisation. Nous sommes victimes d'une campagne qui a visé le Qatar et notre candidature victorieuse sans la moindre preuve. Nous avons à subir cela depuis 5 ans, mais il n'y a toujours pas de preuve qui montre que le comité de candidature ait fait quelque chose d'illégal. Regardez ce qu'ont dit les comités d'organisation australiens, qataris, anglais ou d'autres encore. Ils ont tous dit la même chose. Nous avons joué en respectant les lignes de conduite imposées, nous avons respecté les règles. Et ils l'ont probablement fait car chaque candidat avait un intermédiaire qui était là pour démarcher les votants et défendre au mieux leurs intérêts. Devant ces nombreuses accusations, Sepp Blatter embauche à prix d'or un super flic américain, Michael Garcia, ancien procureur fédéral spécialiste de la criminalité financière, surnommé le shérif de Wall Street. C'est certainement l'homme qui en sait le plus sur les pratiques de la FIFA et sur le système Blatter. Malgré nos nombreuses sollicitations, celui qui travaille désormais dans un prestigieux cabinet d'avocats en plein cœur de Manhattan ne donnera jamais suite à nos demandes d'interview.
Pendant 2 ans, il enquête sur les attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022. En septembre 2014, il achève un rapport de 430 pages et 200 000 pièces à conviction. La FIFA le garde top secret. Elle publie un résumé édulcoré de 42 pages, écrit par Hans-Joachim Eckert, le président de la commission d'éthique. Écœuré, Garcia claque la porte. Aucune commission de gouvernance indépendante, aucun enquêteur, aucun panel d'arbitrage ne peut changer la culture d'une organisation. Et si la décision publiée par Eckert m'avait fait perdre confiance dans l'indépendance de la chambre de jugement, c'est le manque de leadership au sein de la FIFA qui me mène à conclure que mon rôle dans ce processus est parvenu à son terme. Entre les lignes, Garcia dénonce un rapport vidé de sa substance. On y trouve tout de même la trace du fameux congrès de Luanda évoqué par Faïd Al-Majid. Un congrès de la Confédération africaine financé par le Qatar pour 1 800 000 $, ce qui permet à l'Émirat d'avoir un accès privilégié à tous les votants africains. Le président de la chambre de juridiction du comité d'éthique conclut que ces faits commis par le comité d'organisation qatari n'ont pas remis en cause l'intégrité du processus de sélection du pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Éric Champel a suivi toute l'affaire pour France Football. Dans son livre FIFA Gate, il revient sur le rapport Eckert et ses conclusions sur le dossier qatari. Effectivement, ce n'est pas illégal de sponsoriser le congrès de la Confédération africaine. Mais le tort qu'il a eu, M. Eckert, c'est qu'il n'a pas considéré la dimension éthique. On est dans le football, on parle d'éthique. Le jeu de football doit être exemplaire, doit être irréprochable. Et si on s'en tient à l'éthique, l'éthique a été plusieurs fois bafouée par le Qatar dans la façon dont il a obtenu la Coupe du Monde de 2022. Ce qui ne veut pas dire qu'on a été dans la corruption absolue, mais ce qui veut dire qu'il a su à merveille, ils ont su à merveille profiter d'un système où il y avait tellement de failles qu'ils s'y sont parfaitement engouffrés. Le Qatar a demandé à Faïd Al-Majid 1 million de $ pour rupture de sa clause de confidentialité. Après s'être rétractée, elle parle à nouveau et assume, même si pour l'instant il n'y a aucune preuve de corruption avérée contre les Qataris. Est-ce que vous avez conscience que ce sont des accusations très graves que vous portez justement contre ces 3 personnes et contre le comité d'organisation du Qatar ? Absolument. Et je n'aurais jamais fait ces accusations si elles n'étaient pas vraies. Les gens doivent comprendre que ces révélations ont eu un impact énorme sur ma vie privée. Ça a changé ma vie complètement et celle de mes enfants aussi. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis, sous protection du FBI. Vous avez peur? Oui, je vis vraiment dans la peur. Je vis dans la peur. Maintenant, ça va. Mais si la Coupe du Monde est retirée au Qatar, alors oui, j'ai vraiment peur qu'il y ait un prix à payer pour ce que j'ai fait. Vous regrettez d'avoir parlé? Oui, je regrette. Et si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et je ne conseillerais à personne de le faire, car c'est une mafia. Et c'est très dangereux de jouer à ce jeu, surtout quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes une mère célibataire et que vous n'avez pas les moyens qu'ils ont. Les enquêtes sur la corruption à la FIFA se multiplient à travers le monde. Le Brésil, pays du football, n'y échappe pas. Là-bas, un homme symboliserait toutes ces dérives. Ricardo Teixeira. Rio, décembre dernier. Une poignée d'anciens joueurs vient manifester devant la CBF, la Fédération brésilienne de football. Parmi eux, l'une des légendes de la Seleção et du PSG, Rai. On n'accepte plus le système qui existe depuis trop longtemps. Manque de transparence, corruption, tout ça paralyse le football. On maintient le même groupe au pouvoir. Résultat, il n'y a aucune transparence
et aucun respect de la démocratie. Ce groupe au pouvoir dont parle Rai a été mis en place par un homme, João Havelange, élu président de la FIFA en 1974. Son arrivée au pouvoir marque l'entrée du football dans l'ère du business. Pour beaucoup d'observateurs, ce sont pendant ces 24 ans de règne que l'affairisme et la corruption se seraient développés à la FIFA. À ses côtés, son bras droit, le Suisse Sepp Blatter. Le système Blatter, c'est d'abord le système Havelange. Pendant son règne, le vieil oligarque brésilien place son gendre Ricardo Teixeira à la tête de la fédération brésilienne. Ensemble, ils auraient détourné des millions d'euros. Sao Paulo, Perdizes, un quartier populaire de l'ouest de la ville. Cette petite maison abrite la société d'édition de Wagner Nabucco. Il tient à nous montrer un vieux cagibi derrière cette porte. C'est une pièce très importante pour nous, car c'est là que sont rangés les livres CBF Nike. Ce livre retrace les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur le contrat de 360 millions d'euros entre la fédération brésilienne et l'équipementier américain. Grandes négociations et commissions, la corruption dans les fédérations. En 2001, Ricardo Teixeira utilise ses soutiens politiques pour faire interdire ce livre. Je prends un risque en vous montrant tout ça, mais j'assume ce risque. Face à un homme aussi puissant, c'était un combat inégal pour nous. On est une petite maison d'édition face à un homme qui était député, président de la CBF, beau-fils de Havelange et vice-président de la FIFA, alors forcément c'était très difficile. Wagner Nabucco est toujours poursuivi pour préjudice moral par l'ancien homme fort du football brésilien. Brasilia, la capitale du pays, abrite les administrations, le parlement et le gouvernement. On y retrouve l'un des auteurs du livre, Silvio Torres, député et surtout ancien rapporteur de la commission d'enquête, Nike CBF. Il met à jour un système de conflits d'intérêts et de commissions qui aurait existé sous l'égide de Ricardo Teixeira. Au lieu de signer directement un contrat avec un sponsor, je signe avec un intermédiaire, l'entreprise Trafic. Elle touche une commission, comme c'était le cas dans le contrat avec Nike. Cette commission est divisée en deux, la moitié pour Avila, le patron de Trafic, l'autre à Teixeira. Tout ça au noir. Des commissions, Teixeira en aurait touché beaucoup. Selon un acte d'accusation de la justice suisse, de 92 à 97, il aurait reçu près de 12 millions d'euros de la part d'ISL, une société de marketing, pour la favoriser sur le marché des droits sportifs. Teixeira est alors membre du comité exécutif de la FIFA. Pendant son enquête, Silvio Torres dit avoir subi des pressions. La FIFA menaçait d'enlever l'équipe brésilienne de toutes ses compétitions si le Congrès ou le gouvernement intervenait. La FIFA a toujours servi de couverture pour que la corruption continue sans aucun contrôle au Brésil. Seul contre tous, Silvio Torres a eu gain de cause. Teixeira a dû démissionner de tous ses mandats en 2012. La justice brésilienne vient enfin d'ouvrir une enquête contre lui pour blanchiment d'argent et fraude. Avec les successeurs de Teixeira, les affaires continuent. En face d'eux, Romario, la star des champions du monde 94, devenu sénateur. Souvenez-vous, Romario, c'était ça. À 50 ans, il dirige la nouvelle commission d'enquête sur le football. Au menu du jour, le président de la fédération brésilienne. Mais non, je n'ai pas de raison d'aller en prison, monsieur le sénateur. Mais des raisons de vous mettre en prison, il y en a des tas. J'ai là le rapport du FBI sous les yeux. Comment ça, pas de raison? Corruption, conspiration, crime organisé, des raisons? Il y en a des raisons d'aller en prison. Non, pas moi, et je vais vous le prouver. Prouver, c'est autre chose. Mais des raisons, il y en a, j'en ai ici. Non, il n'y a rien, il n'y a pas. Si, dans le rapport du FBI. Je suis pas d'accord. Je vais vous dire, vous n'êtes pas que corrompu et voleur, vous êtes aussi un menteur. Malgré toutes ces accusations,
Marco Polo Del Nero est aujourd'hui toujours président de la fédération brésilienne. Ce gars est un cancer pour notre pays et notre football. Il ne doit pas juste s'excuser, il doit être exclu du foot par la FIFA. Au Brésil, les leaders changent, la corruption semble rester. Preuve d'un système malade dans le pays du football, mais aussi à l'échelle planétaire. Quelles sont les responsabilités de Sepp Blatter dans ce naufrage de la FIFA, lui qui l'a dirigé pendant 17 ans? Pour répondre, il faut d'abord observer le système en place. Premier principe, le principe de base à la FIFA, un pays égale une voix. Autrement dit, les 15 000 licenciés de Tahiti ont autant de pouvoir, d'influence et d'avantages que les 7 millions de la puissante Allemagne. Il y a un an, au lendemain de l'annonce de la candidature de Blatter pour un 5e mandat, son secrétaire général, Jérôme Valk, envoie le même mail aux 209 fédérations. Il leur promet une prime de 300 000 $ si elles jouent les matchs de qualification pour le prochain mondial. Une manière de s'assurer le soutien de tous les petits pays. Guido Tognoni a vécu les années Blatter de l'intérieur. Il a été son attaché de presse, puis responsable du marketing. Les petits, il faut le dire, ils étaient toujours contents avec le système Blatter. Il leur a donné beaucoup. Il ne les a pas beaucoup contrôlés, mais il a donné beaucoup de prestige, beaucoup d'argent, beaucoup de postes, beaucoup de voyages, etc. etc. Les 80% des associations nationales n'ont aucune raison de se plaindre du système Blatter. Ils vivaient bien de ça. Mais cette stratégie va devenir son talon d'Achille. Jamie Fuller est un homme d'affaires australien. L'an dernier, il crée un mouvement pour changer la FIFA après avoir étudié les failles du système Blatter. Quand Blatter donne cet argent à ces pays pauvres, il leur dit « Je m'en fiche de savoir ce que vous en faites, du moment que vous votez pour moi. » C'est ça le problème. Et ce que nous n'avons pas vu avec cet argent, c'est qu'il n'est pas allé là où il y avait des besoins, parce qu'ils l'ont donné à des gens corrompus. Des gens comme Jack Warner. Mais Sepp Blatter était-il au courant des pratiques de l'homme fort de Trinidad et Tobago? Nous nous sommes procuré un document interne à la FIFA. Il met en garde le président et son équipe contre Warner. Le comité d'éthique tire la conclusion que Jack Warner est en situation de conflit d'intérêts et qu'il a violé le code éthique de la FIFA. Ce problème devait être abordé lors du dernier comité exécutif. Nous sommes en 2006. Il faudra 9 ans à la FIFA pour le suspendre à vie. Politiquement, Sepp Blatter n'avait pas d'intérêt de partir en dispute avec Jack Warner parce que Jack Warner, il organisait les voix des pays Caraïbes, à peu près 35 voix, si je me souviens bien. Et puis 35 voix dans une élection présidentielle à la FIFA, c'est un tiers des voix dont on a besoin pour être réélu. Jérôme Champagne a été le conseiller diplomatique de Sepp Blatter pendant 11 ans. Aujourd'hui, il est le seul candidat français à la présidence de la FIFA. Nous le retrouvons dans ce petit théâtre pendant sa campagne au Danemark. Il nous raconte une anecdote qui en dit long sur le système mis en place par Blatter et sa garde rapprochée. En 2007, notamment, nous, à l'administration de la FIFA, on veut chasser le président de la fédération indonésienne qui gère la fédération indonésienne depuis la prison. Il est en prison parce qu'il a volé et vendu dans une chaîne de supermarchés des donations de riz et d'huile de palme données par le Vietnam pour les victimes du tsunami. Bon, il est en prison, nous, notre réaction, ce type doit partir. Là, le président de l'AFC intervient auprès du secrétaire général Jérôme Valk qui nous empêche de le faire. Je pense que l'histoire retiendra que M. Blatter a fait beaucoup pour le développement du football et de la FIFA, mais qu'à certains moments, il aurait fallu taper sur la table beaucoup plus tôt. Le laisser-faire, autre héritage du règne de João Havelange, dont Sepp Blatter a été le secrétaire général pendant 17 ans. Il était habitué parce qu'il était déjà témoin de la corruption de Havelange. Il était témoin de ça. Et le problème de Sepp Blatter jusqu'à aujourd'hui est qu'il n'a jamais fait quelque chose contre la corruption. Et si vous acceptez la corruption de quelques gens, des membres,
savait quelque chose qu'au fond, il ne fallait pas savoir. Mais pour lui, en sachant ça, pour Sepp Blatter, c'était un instrument de pouvoir. Sepp Blatter n'aurait donc pas pris toutes les mesures pour lutter contre la corruption. Mais aurait-il pris part, lui-même, à ces pratiques? Je suis assez sûr qu'il n'a jamais été corrompu, dans le sens que si je peux avoir ça, je te donne ça. Parce que c'est pas lui. C'est pas un homme qui est intéressé à l'argent. C'est un catholique du canton de Valais, quoi. Hein, un montagnard. Lui, Sepp Blatter, ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. C'est un homme de pouvoir et il est assez machiavélique dans sa façon de préserver le pouvoir et de continuer à l'exercer. Londres, quartier ouest. Nous retrouvons Jamie Fuller, l'homme d'affaires australien. Il nous montre le contrat qui pourrait tout changer. Sepp Blatter a vendu à la Fédération caribéenne, dirigée par Jack Warner, les droits de télévision des Coupes du Monde 2010 et 2014 pour 540 000 €. Le Trinidadien les aurait revendus entre 15 et 17 millions, soit 30 fois plus. C'est la première fois que nous avons entre les mains un document de cette nature, avec la signature de Sepp Blatter et celle de Jack Warner. Les droits de télévision ont aujourd'hui une valeur très élevée, surtout pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Et dans ce cas, on peut constater que ces droits ont été vendus à un prix ridicule. Probablement environ 5% de leur vraie valeur par Sepp Blatter à Jack Warner. Donc, nous devons nous interroger sur les motivations de Sepp Blatter pour faire ce genre de contrat avec en plus quelqu'un comme Jack Warner. Face à ces questions, la FIFA répond qu'elle a résilié ce contrat en 2011. À Berne, le juge Michael Lauber a ouvert une enquête contre Sepp Blatter pour gestion déloyale. C'est la première fois que l'ancien président de la FIFA est inquiété par la justice. Nous avons voulu l'interroger sur ce contrat et tant d'autres dossiers. La réponse de son agent était prometteuse. On va chercher une date pour vous. On attend toujours. Alors, on est allé à Trinidad poser la question à Jack Warner à sa sortie du tribunal. Pourquoi Sepp Blatter vous a vendu un contrat pour les Coupes du Monde 2010 et 2014 à un prix si bas? Demande à ta mère. Vous n'avez que ça comme réponse? Je dis juste, demande à ta mère. Mais je vous le demande à vous parce que c'est vous qui êtes accusé par la justice américaine. Ta mère aussi. Et Sepp Blatter, c'est toujours votre ami? Monsieur Warner, vous en fichez de la justice américaine? Toi, tu devrais t'occuper de Daesh. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez l'air tranquille. La France, elle est pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille avec Daesh. Occupe-toi d'eux, au lieu de t'occuper de Jack Warner. Lui devait succéder à Sepp Blatter. C'était écrit. Michel Platini est-il une victime ou un rouage du système mis en place par son meilleur ennemi? Sincèrement, moi qui aime la FIFA, moi qui ai une grande admiration de l'histoire de la FIFA, moi qui suis cela depuis quelques années, je suis dépité. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Nous sommes le 28 mai 2015. Devant l'ampleur du scandale révélé par la justice américaine, Michel Platini demande à Sepp Blatter de partir. La guerre est déclarée. Suite à la démission du Suisse quelques jours plus tard, Platini devient le grand favori à sa succession. Le début des ennuis pour le Français. J'ai dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je le jure. Il est accusé d'avoir reçu un versement d'1 800 000 € de la part de Sepp Blatter pour un rôle de consultant entre fin 1998 et 2002. Problème, il n'existe aucun contrat de travail et le paiement intervient 9 ans après les faits. Pour ces raisons, il est suspendu 8 ans par la commission d'éthique de la FIFA et doit abandonner sa course à la présidence de la Fédération internationale.
J'ai réclamé l'argent qu'on me devait, j'ai fait une facture, j'ai payé mes impôts. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. J'ai fait ce que n'importe quel employé au monde aurait fait. En 98, j'étais l'employé de la FIFA, j'ai fait ce que je devais faire. Si un président d'une société avait versé 2 millions de francs suisses au président d'une autre société sans en référer à son conseil d'administration, sans que cet argent soit provisionné dans les comptes et dans la comptabilité, puisque ce versement est intervenu 9 ans après, dans une société du CAC 40, les deux personnes auraient été licenciées sur le champ. Suspendu lui aussi par la FIFA, Blatter est même poursuivi par la justice suisse dans cette affaire. Aurait-il provoqué la chute de Platini, quitte à tomber lui-même? Il aurait parlé de ce plan il y a déjà 2 ans à certains de ses proches. Je ne dirais pas qu'il y a une machination, je ne dirais pas qu'il y a un complot, je ne sais pas exactement, mais bon, mon arrivée était vue d'une façon assez négative. Les choses ne sont peut-être pas si simples. Berne, le siège du parquet suisse. André Marty est le porte-parole du procureur en charge de l'enquête. Il accepte de nous recevoir pour faire une mise au point. Ce n'était pas M. Blatter qui nous a fourni ces informations et ce n'était pas les banques qui ont fait le même. C'est-à-dire, c'était que sur la base des analyses qu'on a fait ici au ministère public, qu'on a vu qu'il y a assez d'éléments pour ouvrir l'enquête. Deuxième mise au point sur la nature de ce paiement. M. Blatter et M. Platini et leurs avocats ont tout à fait une autre vision de la même réalité, si vous voulez. Donc ils ne sont pas d'accord, ils ont 2 versions différentes. Peut-être il n'y a même pas que 2 versions différentes. Pour expliquer la chute soudaine de Michel Platini, une autre piste est évoquée, celle des Américains. Depuis le début de leur enquête, ils ont mis la FIFA sous tutelle. Ils voudraient faire payer aux Français son vote pour le Qatar. Selon Blatter, Platini aurait promis d'apporter les voix européennes aux États-Unis. Un déjeuner à l'Élysée avec le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, et le prince du Qatar aurait tout changé. Michel Platini paierait un autre engagement. Depuis des mois, il s'oppose aux fonds de pension, pour la plupart américains, qui veulent devenir propriétaires des joueurs. Sur ce dossier aussi, il serait devenu gênant. Une chose est sûre, le Français ne sera pas le prochain président de la FIFA. Sepp Blatter non plus. Fin de règne pour le Suisse à 80 ans. Il en a passé près de 40 au sommet de la Fédération internationale. Le plus grand problème de la FIFA, c'était Blatter. Le visage d'une organisation corrompue, le visage d'une organisation où tout s'achetait, le visage d'une organisation où tout le monde profitait en privé des fonds qui étaient destinés au sport, en fait. C'est Blatter. À Trinidad et Tobago, ces gamins continuent à jouer au football. Projecteur en panne, terrain cabossé, une certitude, l'argent donné par la FIFA n'est pas arrivé jusqu'ici. Alors Kirk Waif se bat pour eux. Quand ils sont là, ils ne font pas de bêtises. Ils apprennent la discipline, ils apprennent la vie, ils apprennent à rêver. Récupérer cet argent permettrait d'améliorer ce terrain et plein d'autres, d'avoir la lumière, de faire beaucoup plus pour le football et pour les jeunes à Trinidad et Tobago. Dans 12 jours, la FIFA doit élire un nouveau président. L'occasion peut être de changer un système dont plus personne ne veut, ici ou ailleurs.